Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés pour ce nouveau webinaire de l'équipe du programme de recherche GED. Alors, quelques petits principes. Tout le monde a pu consulter le programme du déroulé de ce webinaire sur le site Internet. Nous vous demanderons dans un premier temps de bien vouloir éteindre vos caméras et surtout vos micros pendant le temps de présentation. Vous avez l'espace chat qui vous permet de poser vos questions quand elles vous viennent au moment de la présentation et nous répondrons à ces questions au moment du temps d'échange. Et donc, vous redire avant le démarrage officiel le plaisir que nous avons avec Aurélien Tass et Jade Pilato et Eva Enras de vous partager les résultats de cette étude pilote ELIAS permettant de répondre à cette question: qui sont les adolescents jeunes aidants en France? Alors, un petit rappel pour commencer. C'est qui un jeune aidant? C'est un enfant ou un adolescent de 18 ans ou moins qui apporte une aide significative, régulière, à un membre de sa famille ou de son foyer. Et puis, concernant les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans, on parlera alors de jeunes adultes aidants. Alors pourquoi ces jeunes aident? Eh bien parce qu'ils sont confrontés à la maladie physique, mentale, au handicap ou encore à la perte d'autonomie de l'un de leurs proches. Ce proche étant le plus souvent un parent, un membre de la fratrie ou encore un grand-parent. Quelles aides apportent ces jeunes aidants? Eh bien, ils apportent de l'aide sur le plan instrumental à travers la gestion des tâches ménagères, la gestion de la fratrie ou encore, pour certains, une aide administrative et financière. Et puis, ils apportent également des soins directement aux proches aidés à travers l'expression d'un soutien moral ou encore des soins personnels et médicaux. En résumé, ces jeunes aidants, ils aident comme les aidants adultes. Une des questions qui se posent, c'est quand commence l'aidance? Eh bien, des données de la littérature internationale suggèrent qu'elle commence dès l'âge de 5 ans, possiblement. Quelles conséquences de cette situation d'aidance? Eh bien, elles sont multiples, à la fois sur la santé physique et psychologique, mais également sur la vie sociale de ces jeunes ou leur scolarité. Ces conséquences multiples nous invitent à leur prêter une grande attention, et ce d'autant plus que le classement établi par Agnès Leu et Saul Baker, experts internationaux de la question des jeunes aidants en 2017, un classement qui repose à la fois sur les politiques publiques en faveur de ces jeunes, sur les avancées de la recherche scientifique et sur les services développés pour les aider, plaçait en 2017 la France à un niveau d'éveil avant-dernier sur l'échelle, grâce au déploiement de beaucoup d'efforts sur ces trois plans. La France a pu remonter d'un cran et accéder au statut émergent lors de la réactualisation de cette classification publiée en 2022. La recherche a contribué à la remontée de la France à travers le programme de recherche que nous avons développé avec ma collègue, la professeure Aurélie Intas. Ce programme de recherche, il est fort aujourd'hui de nombreuses études et le propos du jour va être consacré plus particulièrement à l'étude pilote ELIAS, étude qui a fait l'objet de la thèse de doctorat de Jade Pilato, doctorat qui sera soutenu au mois de novembre. Donc aujourd'hui, quelque part, une répétition de cette soutenance à venir. Jade, je te passe la parole. Merci Géraldine. Alors, je vais vous partager mon écran.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter les résultats de l'étude ELIAS. Alors pourquoi est-ce qu'on a mené cette étude ELIAS? Parce qu'il n'y avait aucune recherche en France sur les jeunes aidants au collège. Donc on avait déjà mené des études auprès des lycéens, auprès des étudiants, mais aucune étude sur les collégiens. Pourtant, on sait, de par les études menées à l'étranger, que c'est une période cruciale pour le développement de l'aidance et c'est par ailleurs une période cruciale pour le développement psychologique et physique de l'adolescent. Il y avait par ailleurs peu d'études qui avaient été menées sur la qualité de vie des jeunes aidants. Et enfin, aucune étude n'avait croisé le regard des adolescents et des parents, et il nous paraissait important de croiser ce regard pour mieux comprendre les situations d'aidance qui sont parfois complexes. Alors, l'étude d'Elias, c'est 4 objectifs. Je vais décliner les résultats de ces 4 objectifs au fil de la présentation. D'abord, je vais vous parler de la population, qui a-t-on interrogé? Nous avons inclus 13 collèges d'Île-de-France et de régions proches. En tout, il y a 1983 collégiens qui ont participé à l'étude. Ces collégiens, ils avaient en moyenne 12,9 ans d'âge. La proportion filles-garçons était plutôt équilibrée puisqu'il y avait 56% de filles qui ont participé. Et comme je vous disais, on a aussi pris en compte le point de vue des parents. Et à ce titre, il y a 776 adolescents qui ont participé avec l'un de leurs parents. Je tiens à préciser que les collégiens ont rempli le questionnaire au cours d'un temps scolaire, au collège, et les parents ont rempli le questionnaire chez eux grâce à un lien qu'on leur a envoyé par mail. Donc en tout, il y a 776 diades parents adolescents qui ont participé à notre étude. Donc le premier objectif, c'était d'abord d'identifier, de caractériser les jeunes aidants collégiens en France. Sur les 1983 collégiens qui ont participé, il y a 30% qui avaient un proche malade ou en situation de handicap. Mais tous ces jeunes n'étaient pas, donc confrontés à la maladie, n'étaient pas pour autant aidants. Et parmi les 1983 collégiens qui ont participé, on a identifié 12,3% de jeunes aidants. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait à peu près 3 élèves par classe. La majorité de ces jeunes aidants étaient des jeunes aidantes, étaient des filles, puisque 68% des jeunes aidants étaient des filles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi, qu'on retrouve régulièrement dans les études à l'étranger, qu'on a retrouvé aussi dans les études qu'on a menées au sein du projet GED. Les jeunes aidants étaient plus souvent l'aîné de la fratrie et ils étaient plus souvent issus d'un milieu socio-économique défavorisé. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les études menées à l'étranger. Alors ça, c'est un résultat très intéressant, c'est que presque un tiers des jeunes aidants identifiés dans notre étude n'avaient pas conscience d'aider leurs proches. Alors comment est-ce qu'on a eu ce résultat? Donc on a identifié, je vous ai dit, 30% de jeunes qui étaient confrontés à la maladie, et ensuite on a regardé leur niveau d'aide. Et on a identifié donc 12% de jeunes aidants. Les jeunes aidants, c'était des jeunes qui étaient confrontés à la maladie et qui avaient un niveau d'aide qui était très élevé. Pourtant, quand on leur demandait, ils avaient un niveau d'aide très élevé, mais quand on leur demandait est-ce que tu aides ton père, ta mère, ton frère, ta sœur en raison de son problème de santé, ils répondaient non. Donc ça, c'est très important et c'est très intéressant et ça a des implications derrière sur l'identification de ces jeunes. J'y reviendrai tout à l'heure. Le proche aidé est souvent un parent et il y a une large majorité aussi de grands-parents qui sont aidés par ces jeunes aidants collégiens. La maladie, le type de maladie du proche, souvent le proche aidé a une maladie physique, une maladie somatique et il y a à peu près 20% des proches qui ont un problème psychologique. Ces jeunes aidants, ils aident dans 24% des cas plusieurs proches et 65% des jeunes aidants vivent avec le proche qu'ils aident. On a interrogé ces 1983 collégiens sur leur propre état de santé. On voulait savoir s'ils avaient une maladie ou s'ils étaient eux-mêmes en situation de handicap. Et en comparaison aux autres jeunes, les jeunes aidants rapportent plus de maladies somatiques. Alors, il y a 8,6% des jeunes aidants qui rapportent avoir un problème de santé somatique contre 2,5% des jeunes non aidants.
Ils rapportent également plus de problèmes de santé mentale. Ils sont 11,5% des jeunes aidants à rapporter avoir eux-mêmes un problème de santé mentale contre 4,8% de leurs camarades non aidants. Les jeunes aidants, en comparaison à leurs pères non aidants, ont aussi une plus mauvaise qualité de vie, et notamment une plus mauvaise qualité de vie psychologique. Ils ont également une plus mauvaise qualité de vie sur le plan de la relation parent-enfant, au niveau de l'autonomie, c'est-à-dire que lorsqu'on les a interrogés, s'ils avaient suffisamment de temps pour eux, eh bien, ils rapportent avoir moins de temps que leurs camarades non aidants. Ils ont également une plus mauvaise qualité de vie sur le plan des ressources financières. Et enfin, ils rapportent plus de harcèlement scolaire que leurs pères non aidants. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les études internationales. Alors, l'objectif numéro 2, c'était de faire un focus sur les adolescents confrontés à la maladie d'un parent, donc à la maladie d'un père ou d'une mère, et d'explorer plus en profondeur, leur qualité de vie. Donc, on a établi des profils de qualité de vie parmi les adolescents confrontés à la maladie d'un parent. Donc là, je vais vous présenter les différents profils. Il y avait 16% des jeunes confrontés à la maladie parentale qui avaient une mauvaise qualité de vie. C'est-à-dire qu'on a évalué 10 dimensions de la qualité de vie et ces 10 dimensions de la qualité de vie étaient altérées. Il y avait 28% des jeunes confrontés à la maladie d'un parent qui avaient une qualité de vie modérée, mais qui rapportaient pour autant des hauts niveaux de harcèlement scolaire. Il y avait aussi 21% de jeunes qui avaient une qualité de vie modérée, mais eux, qui ne rapportaient pas de harcèlement. 21% des jeunes confrontés à la maladie parentale avaient plutôt une bonne qualité de vie avec un bien-être psychologique, un bien-être physique plutôt élevé, ainsi qu'un haut niveau de soutien social et des pairs. Et enfin, il y avait 14% qui avaient une bonne qualité de vie, c'est-à-dire qui avaient une bonne qualité de vie sur l'ensemble des 10 dimensions de la qualité de vie. Alors là, je voulais vous présenter plus en détail ce profil, ces 16% de jeunes aidants qui ont une mauvaise qualité de vie. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils avaient souvent un haut niveau d'aide. Donc, ces jeunes qui ont une qualité de vie particulièrement altérée apportent de hauts niveaux d'aide. Ils ont souvent un parent malade. Le parent qui a une maladie a souvent un problème de santé mentale. Et enfin, ces jeunes rapportent plus souvent avoir de plus mauvais résultats scolaires que les adolescents appartenant aux autres profils. Maintenant, je vais passer à l'objectif 3. Donc, je vous ai dit, on voulait recueillir aussi le point de vue des parents, ça nous semblait important. Et on a exploré donc, le point de vue des parents d'adolescents confrontés à la maladie d'un proche. Pour ça, on a mené des entretiens. On a mené 10 entretiens avec 10 mères d'adolescents. Je tiens à préciser que nous n'avions pas pour volonté de recruter que des mères, d'inclure que des mères, mais c'est uniquement les mères qui se sont manifestées pour participer à ce volet qualitatif. L'échantillon était plutôt d'un niveau socio-économique assez élevé. Et pour participer, donc les parents, devaient être des parents d'adolescents, qui avaient un proche malade au domicile. Donc il devait y avoir un proche malade au domicile, de l'adolescent. Alors, l'échantillon était assez diversifié, c'est-à-dire qu'il y a 10 mères qui ont participé, mais la mère n'était pas forcément malade. Le proche malade au sein du domicile, ça pouvait être également le père ou un frère ou une sœur. On avait aussi une diversité sur le plan des pathologies, donc avec des problèmes psychologiques, des proches qui avaient des problèmes psychologiques comme des troubles bipolaires, un TDAH, ou des maladies somatiques comme un cancer ou des maladies rénales en phase terminale. Donc cette étude, enfin cet objectif nous a permis, de dégager plusieurs thèmes. Donc on a analysé, les 10 entretiens et de ces 10 entretiens, il y a 5 grands thèmes qui sont ressortis, que je vais vous présenter maintenant. Le premier thème, c'était les caractéristiques du problème de santé. Le deuxième, c'était l'impact du problème de santé. Ensuite, la communication autour du problème de santé. Et je vais vous parler plus précisément des 2 thèmes suivants, à savoir l'aide apportée par l'adolescent et les besoins exprimés.
Alors, en ce qui concerne l'aide apportée par l'adolescent, les mères ont surtout évoqué le soutien émotionnel. C'est surtout ça qui est ressorti, le soutien émotionnel. Donc là, je vous ai mis un verbatim qui illustre bien le soutien émotionnel que l'adolescent peut apporter. Son père, elle peut l'écouter parfois pendant des heures, parler, se plaindre, pleurer, tout ça. Elle l'écoute. Elle l'écoute pendant des heures, sans rien dire. Il pleure et il se plaint. Une autre aide qui a été souvent, qui a émergé de ces entretiens, c'est l'aide discrète. Alors c'est quelque chose qu'on évalue assez peu d'habitude dans nos études parce que c'est quelque chose qui est plutôt difficile à capter. Alors l'aide discrète, c'est plutôt un comportement de l'adolescent, un comportement facilitateur. L'adolescent, va par son comportement, va faciliter le quotidien à la maison. Donc là, je vais vous présenter un verbatim qui illustre très bien ce que peut être l'aide discrète. Elle a dû prendre beaucoup sur elle pour diminuer la charge qu'elle s'imagine représenter, pour ne pas me mettre en difficulté quelconque, pardon, dans ses représentations d'enfants. Je voyais bien qu'elle était très calme, très douce, très gentille, à ne pas faire de bruit. Donc ça illustre bien, en fait, le comportement facilitateur que l'adolescent peut avoir quand il est confronté finalement à la maladie d'un parent. Ce qui était très intéressant aussi dans ces entretiens, c'est qu'il y avait une grande hétérogénéité quant à la perception de l'aide. Donc, il y avait des parents qui me disaient: «C'est normal d'aider en fait, pour un adolescent, c'est normal, ça fait partie de son développement, psychosocial», et d'autres au contraire qui étaient plutôt réticents et qui voulaient tout faire pour que l'enfant en fasse le moins possible, dans une idée de le protéger. Donc le cinquième thème qui avait été abordé, c'était les besoins, la question des besoins. Les parents, ont exprimé, le fait que, les adolescents avaient besoin d'un appui, d'autres adultes et notamment d'adultes à l'école. Là, je vous ai mis un verbatim, c'est important qu'il y ait ce temps d'échange avec les professeurs. Donc les professeurs ont été désignés comme une ressource potentielle pour ces jeunes. Ensuite, ce qui a été évoqué, eh bien, c'est le soutien psychologique. Là, je vous ai mis un verbatim qui est assez direct, un accompagnement psychologique, clairement. L'objectif 4, c'était de comparer la perception des adolescents et de leurs parents. Là, je vais revenir sur la population que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, je vous ai dit 1983 collégiens, 776 collégiens qui participent avec l'un de leurs parents. Donc je répète, hein, c'était bien, les collégiens ont rempli le questionnaire en classe et les parents ont rempli le questionnaire chez eux. Donc c'était vraiment 2 participations indépendantes. Les parents avaient en moyenne 44 ans d'âge. Alors la majorité de notre échantillon, eh bien, c'était des mères, mais ça c'est souvent le cas, c'est souvent les mères qui participent aux études, donc 83 de mères et 18 des participants avaient eux-mêmes un problème de santé. Donc 18 des parents avaient un problème de santé. Donc en tout, ça nous fait 776 DIAD par an adolescents. Donc tout d'abord, on voulait, savoir comment les adolescents, identifiaient, les proches malades au sein du domicile et comment les parents identifiaient les proches malades au sein du domicile. Donc on a demandé aux adolescents s'ils avaient un proche malade ou en situation de handicap au domicile et on a posé la même question aux parents. Est-ce que vous avez un proche malade ou en situation de handicap au domicile ou est-ce que vous-même, vous avez un problème de santé? Là, les résultats sont très intéressants. Donc, selon les adolescents, alors ils seraient 20%, si on prend le point de vue des adolescents, ils seraient 20% à être confrontés à la maladie d'un proche au domicile. Quand on pose la question aux parents, en revanche, les adolescents seraient presque 35% à être confrontés à la maladie d'un proche au domicile. Ce qui veut dire que les adolescents identifient moins de maladies que les parents. Alors ça, c'est, un résultat qui nous a beaucoup on s'est beaucoup interrogé sur ce résultat. Alors peut-être que les adolescents ne savent pas qu'ils ont un proche malade. Quand on regarde la littérature sur la question de la communication autour, des problèmes de santé, on s'aperçoit que, les parents parfois ne dévoilent pas le diagnostic de la maladie à leur enfant et c'est notamment le cas lorsque l'enfant est jeune. Donc peut-être que les adolescents ne savent pas qu'ils ont un proche malade parce qu'ils n'ont pas été informés du problème de santé.
Peut-être aussi que les adolescents le savent, mais ne rapportent pas la situation. Par exemple, on avait dans l'échantillon, des adolescents, enfin des parents qui rapportaient qu'il y avait un frère, une sœur, avec un polyhandicap lourd. Pourtant, l'adolescent ne le rapportait pas dans son questionnaire. Donc là, on peut se dire que l'adolescent était au courant, du problème de santé de son frère ou de sa sœur. Pour autant, ça n'a pas été rapporté dans le questionnaire. Je tiens à préciser le contexte de passation. Donc, les adolescents ont rempli un questionnaire sur tablette électronique pendant un temps scolaire. Alors, ils ont rempli ce questionnaire de manière individuelle. Pour autant, peut-être que le contexte social de passation n'a pas favorisé la divulgation de certaines maladies. Donc, par peur de la stigmatisation et par peur de la stigmatisation par rapport à leur père. Alors, on s'est demandé qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines diades qui sont d'accord et qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines diades qui ne sont pas d'accord. Donc, on a comparé les diades d'enfants, d'adolescents et de parents qui étaient d'accord aux diades de parents et d'adolescents qui n'étaient pas d'accord. Et les parents et les adolescents sont plus souvent d'accord quand l'adolescent est plus âgé. Donc ça reboucle avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Certainement, les parents sont plus à même de dévoiler le fait qu'il y a une maladie au sein du foyer quand l'adolescent est plus âgé. Donc il y a peut-être plus de communication autour de la maladie quand l'adolescent est plus âgé. Ils sont plus souvent d'accord aussi quand l'adolescent a eu lui-même une maladie ou un handicap. Alors peut-être que la question de la maladie, du handicap, on parle plus ouvertement peut-être de la maladie ou du handicap quand l'enfant a lui-même une maladie ou un handicap et peut-être qu'aussi l'adolescent est plus à même en fait de comprendre ce qu'est une maladie ou un handicap. Ensuite, les parents et adolescents sont plus souvent d'accord aussi quand le proche avec une maladie ou en situation de handicap est la mère et enfin lorsque ce proche a une maladie somatique grave. Et ça, les études sur la communication autour des problèmes de santé, heu, de la divulgation du diagnostic à son enfant, a montré que, effectivement, la gravité, la sévérité de la maladie était une des raisons de dévoiler le diagnostic à son enfant. Alors certainement, quand le pronostic vital est engagé ou lorsque les conséquences sont majeures pour le proche aidé, pour le proche malade, peut-être qu'en fait, on ne peut pas éviter d'en parler, en fait, on ne peut pas cacher le diagnostic. Donc ça peut être aussi une explication. Alors, on voulait aussi savoir comment est-ce que les adolescents évaluaient l'aide qu'ils apportaient et comment les parents évaluaient l'aide apportée par les adolescents quand ils étaient confrontés à la maladie. Donc, on a pris uniquement les DIAD qui avaient rapporté une maladie ou un handicap au sein du domicile. Et là, ce qu'on observe, c'est l'inverse, c'est le pattern inverse. Donc, les adolescents rapportent plus aidés que les parents ne le font. Donc, les adolescents disent ben, aider de manière plus importante, alors que quand on recueille le point de vue des parents, les parents disent que l'adolescent aide moins que ça. Alors, on peut se demander pourquoi. Alors peut-être que les parents sous-évaluent l'aide. Dans les études menées auprès des jeunes aidants, des parents de jeunes aidants, pardon, ce qui ressort, c'est que souvent les parents sont réticents à dévoiler l'aide qui peut être apportée à la maison par peur d'être stigmatisés, par honte, voilà et aussi par peur, de l'intervention des services sociaux. Alors peut-être que les parents sont un peu réticents à rapporter l'aide qui est apportée. Peut-être aussi que c'est les adolescents qui surévaluent un petit peu l'aide, voilà. C'est peut-être lié aussi à la période développementale, donc ce sont des jeunes entre 11 et 15 ans et peut-être qu'ils ont tendance un peu à surévaluer l'aide. Donc ça serait intéressant d'aller plus creuser, cette question. Pourquoi, en fait, il y a cette différence de perception au niveau de l'aide apportée? Alors, donc on a mené plusieurs études, vous le savez, auprès des lycéens, auprès des étudiants. Donc là, je vais vous mettre en perspective les résultats de l'étude ELIAS auprès des collégiens et comparer donc ces résultats avec nos résultats de l'étude Adocare et CampusCare. Donc, il y a 12% des collégiens qui sont jeunes aidants, ils sont 14% parmi les lycéens et 15% parmi les étudiants. Donc, la proportion de jeunes aidants semble augmenter avec l'âge.
Alors ça, c'est très intéressant. Je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu de la perception. Donc, je vous ai dit qu'il y avait certains jeunes aidants qui n'étaient pas conscients d'aider leurs proches. Pour autant, ils étaient identifiés comme jeunes aidants. Euh, donc, ils sont 67% des collégiens à percevoir l'aide qu'ils apportent à leurs proches. Ils sont 70% des lycéens et presque 82% des étudiants. Donc, plus l'âge augmente, plus les jeunes aidants prennent conscience finalement de l'aide qu'ils apportent. Au niveau du proche aidé, l'étude ELIAS et l'étude ADOCAR, donc l'étude auprès des collégiens et l'étude auprès des lycéens, montrent une proportion importante de grands-parents comme proches aidés. Donc, les collégiens et lycéens rapportent souvent aider un grand-parent, ce qui n'est pas le cas des étudiants. Les étudiants, ils rapportent plus souvent aider un parent malade ou en situation de handicap. Au niveau de la maladie, donc on observe le même pattern avec les collégiens et les lycéens qui rapportent souvent aider un proche avec une maladie somatique, alors que les étudiants, eux, rapportent plus souvent aider un proche avec un problème de santé mentale. Alors ça, c'est un résultat qui est très intéressant, je trouve, parce que ça semble indiquer que, enfin peut-être, que plus les jeunes aidants, plus les jeunes aidants grandissent, plus ils sont à même, en fait, plus les adolescents grandissent, plus ils sont à même d'identifier des maladies invisibles, en fait, quelque peu invisibles, donc comme les problèmes de santé mentale. Au niveau de la qualité de vie, alors là, on observe le même pattern pour les collégiens, lycéens et étudiants, à savoir que les jeunes aidants ont une plus faible qualité de vie et rapportent plus de problèmes de santé que leurs pairs non aidants. Au niveau de la scolarité, donc les jeunes aidants lycéens et les jeunes aidants étudiants rapportent plus souvent redoublé que leur père, avoir plus souvent redoublé que leur père non aidant. C'est quelque chose qu'on n'a pas retrouvé dans notre étude, donc dans l'étude Elias auprès des collégiens. Alors, visiblement, il semble y avoir un impact de l'aidance au niveau de la qualité de vie et de la santé des jeunes dès le collège. Pour autant, certainement que les problèmes au niveau de la scolarité arrivent plus tard. Donc ça serait intéressant de regarder en fait comment évolue, quelles sont les conséquences au cours du temps. À quel moment les jeunes aidants décrochent plus au niveau scolaire, enfin décrochent, en tout cas montrent plus de problèmes au niveau scolaire. Qui m'amène sur les implications. Donc, il est important d'identifier les jeunes aidants dès le collège. Donc, on a vu 12% de jeunes aidants dès le collège. Euh, Vous avez vu, ils n'ont pas toujours conscience d'aider ces jeunes aidants. Donc, les professionnels de santé et les professionnels à l'école de l'éducation nationale ont un rôle majeur à jouer sur ce point-là, en identifiant des signaux faibles de l'aidance. Alors, il est nécessaire, donc là, je vous ai présenté, on a recueilli le point de vue des parents et le point de vue des adolescents. Il est nécessaire de continuer des études avec une approche familiale. Ça permet, vous avez vu, d'avoir une vision un peu plus complète, un peu plus précise de la situation des jeunes aidants. Et enfin, ça serait intéressant de mieux comprendre l'évolution de l'aide au cours du temps, pardon, et l'évolution des difficultés et des besoins. Donc, je tenais à remercier les 13 collèges qui ont participé à l'étude. Sans eux, on n'aurait pas pu vous présenter ces résultats aujourd'hui. Et je tiens aussi à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à la mise en place de l'étude et à son bon déroulement, ainsi que bien sûr à tous les participants. Je vous remercie pour votre attention.